Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques Armurières. Comme d'habitude, on va explorer différents systèmes d'armes, toujours d'un point de vue survivaliste, pour voir quelles plateformes pourraient être les plus intéressantes pour nous. Comme vous l'avez vu dans cet épisode, on va parler des pistolets carabines, et tout particulièrement donc des PCC d'un côté et des conversion kits de l'autre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un pistolet carabine ? Eh bien pour étendre ce terme le plus d'armes possible, on va tout simplement parler d'une arme d'épaule qui utilise un calibre d'arme de poing. Ainsi cette définition ne va pas être trop réductrice. Et on va pouvoir par exemple y inclure certaines carabines à levier de sous-garde, bien que ça ne va pas être le propos aujourd'hui étant donné que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Quel va être l'intérêt au final des pistolets carabines donc qu'est-ce que ça va nous apporter d'avoir une arme d'épaule dans un petit calibre d'arme de poing ? Et bien tout d'abord, sous cette configuration-là, sous la forme d'arme d'épaule, on va pouvoir utiliser le maximum de la performance des munitions utilisées, et donc obtenir beaucoup plus de portée, de précision et de puissance qu'avec une arme de poing. Naturellement, une arme d'épaule par sa configuration va nous permettre une plus grande stabilité qu'une arme de poing, étant donné son plus grand nombre de points d'appui. Là où sur l'arme de poing, je vais avoir pour seul point d'appui mes mains qui vont tenir la poignée, l'arme longue, elle, offre 3 points d'appui. La main faible à l'avant, la main forte sur la poignée pistolet, et la crosse contre mon épaule. Ces 3 points d'appui m'offrent donc une plus grande stabilité qu'avec une arme de poing, et donc forcément une meilleure précision à plus longue distance. L'arme d'épaule ayant naturellement un plus long canon, la poudre à l'intérieur de la munition sera intégralement consommée. De fait, on va tirer le maximum de puissance de la munition. Le projectile, quant à lui, passera beaucoup plus de temps dans le canon. De fait, il sera plus stable et l'effet gyroscopique imprimé n'en sera que meilleur. Le troisième élément qui va concourir à la plus grande précision de l'arme longue sur l'arme de poing, ça va être la distance qui sépare les deux organes de visée. Plus le guidon et la hausse sont éloignés l'un de l'autre, et moins il y aura de chances de mal les aligner et de créer un petit décalage, ce qui nuira à notre précision en cible. Et le petit avantage bonus, c'est qu'il est beaucoup plus facile de poser une optique ou un organe de visée sur une arme longue que sur une arme de poing, qui bien souvent ne sont pas prévus pour. Donc ok, effectivement, vu comme ça, l'arme d'épaule a des avantages sur l'arme de poing. Mais donc du coup, quel intérêt de choisir une arme d'épaule avec un calibre d'arme de poing ? Des calibres d'arme d'épaule ordinaires qu'on a l'habitude de voir, que ce soit des calibres intermédiaires comme des gros calibres, seront beaucoup plus puissants, on pourra tirer beaucoup plus loin avec. Et donc quel est l'intérêt de faire le choix d'une petite munition sur nos armes ? Et bien justement, le choix d'adopter un calibre d'arme de poing pour une carabine peut être motivé par plusieurs raisons. Surtout pour nous autres, tireurs, civils, francophones, parfois même urbains, certains arguments peuvent nous convaincre. Eh bien, le premier argument pour ces calibres-là, ça ne va pas être un avantage réellement, mais plutôt contourner une problématique décrite précédemment. Effectivement, des carabines dans des calibres d'armes de poing auront moins de portée, moins de puissance que des grands calibres. Entre une carabine en 9 mm et une carabine en 308, je vais clairement pas faire le même travail avec. Mais pour le prepper urbain, raisonné, quel va être pour lui l'intérêt de tirer à plus de 50, 100, 200 mètres ? Lui, il ne va pas chasser de grand gibier en ville. Et même dans une situation dégradée, il n'aura pas besoin forcément d'un très gros calibre. Si son but est le prélèvement alimentaire et la défense à très courte distance, voire le plus souvent vraiment en bâtiment, à l'intérieur d'une habitation, quel intérêt de coller du 7,62 ? Une petite carabine semi-auto en 9 mm, justement, peut très bien faire ce travail. On peut comparer avec beaucoup de troupes d'intervention de la police, qui souvent sont avec des pistolets mitrailleurs en bâtiment. Ils ne sont pas avec une doucette. Là, on est sur une plateforme d'armes d'épaule, en calibre d'arme de poing, et qui fait largement le travail pour du 25 mètres maximum, où on est dans des couloirs, dans des petites pièces, et pourtant les mecs sont au contact. Malgré que le calibre soit moins puissant que d'autres, il suffit largement à très courte distance. Donc si la personne décide d'écarter de sa préparation et de sa batterie d'armes, donc le tir lointain, effectivement ça ne sera pas un problème pour lui, il pourra même rajouter d'autres arguments à ce type de carabine. Déjà, on va voir le critère économique de la munition, parce que du 22, du 9 mm ou autre, clairement on n'est pas dans les mêmes coûts que du 308 ou d'autres gros calibres. L'autre intérêt, ça va être la légèreté de la munition. Parce que par exemple, si on parle d'un contexte dégradé, si la personne réfléchit à des moyens d'évacuation, d'itinérance, etc., clairement, il va préférer transporter une centaine de 9 mm plutôt qu'une centaine de calibre 12, par exemple. L'autre bon point, ça va être pour le prepper qui s'intéresse, lui, à des questions de stockage de munitions. Eh bien, avoir une munition qui est la même que celle de son arme de poing, et toujours dans le contexte de la législation française, eh bien s'il peut avoir le même calibre d'arme d'épaule et d'arme de poing, si ces munitions sont classées en catégorie B, eh bien étant donné qu'il va avoir plusieurs armes du même calibre, il multipliera d'autant le quota maximal de ces munitions stockées. Pour expliquer plus clairement, on a un quota de 1000 cartouches par arme. Eh bien si par exemple vous avez 2 armes ou 3 armes en 9 mm, votre quota de 9 mm passe à 3000 cartouches de 9 mm.
Donc pour quelqu'un qui se soucie de la quantité qu'il aura d'avance avec lui, eh bien ça fait encore un argument supplémentaire. L'argument supplémentaire, ça va être le recul de ces munitions-là, parce que si pour certains, c'est pas un critère si important que ça, d'autres incluent dans leur préparation, leur conjointe, les fils ou filles dans la bonne tranche d'âge, ou même les parents âgés, peut arriver la question d'équiper toute la famille, mais tous les calibres vont pas forcément s'y prêter. C'est pourquoi par exemple une petite carabine semi-auto dans un calibre à faible recul peut être parfaitement adaptée pour ces questions-là. Encore un point intéressant, ça va être la capacité de discrétion de ces armes-là. Étant donné que certains calibres peuvent être subsoniques, on va pouvoir facilement tirer silencieusement avec un réducteur de son adapté au calibre. Encore une fois, dans certaines situations, ça peut être un gros plus. Donc bref, au final, avoir une carabine dans un calibre d'arme de poing, ça va être avoir une carabine qui va tirer une munition légère, économique, éventuellement discrète et permettant un certain volume de stockage ou de transport. Et même si effectivement ces armes-là vont pas être les plus puissantes et vont vraiment être réservées à de la courte distance, elles vont être au final assez précises et suffiront quand même largement en milieu urbain et seront parfaitement capables dans des situations de chasse, de défense ou de combat à courte distance, voire même en milieu clos. Donc après cette intro sur les avantages et intérêts de ce type de plateforme, on va voir un petit peu quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous pour s'intéresser à ce système-là. La première possibilité, ça va être la carabine à levier de sous-garde, comme je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, où par exemple vous pourriez avoir un revolver et une carabine dans le même calibre, comme ça se faisait à l'époque. L'option suivante, ça va être de faire les démarches pour l'obtention d'une arme en catégorie B, puisque bien souvent ces armes-là seront classées dans cette catégorie. Dans cette catégorie, le choix le plus évident, ça va être les anciens pistolets mitrailleurs qui ont été passés en semi-auto pour pouvoir être vendus aux tireurs civils. Même si beaucoup ont un canon au final pas tellement plus long qu'une arme de poing, on reste quand même sur des armes d'épaule parfaitement capables et pertinentes, étant donné que bien souvent ce sont d'anciennes armes de combat, donc je pense comme ça par exemple au Uzi ou au Scorpion, qu'on trouve encore pas mal d'occasions. Le petit souci c'est qu'étant donné que ce sont des armes qui sont issues d'armes automatiques, ça risque fort d'être quelque chose qui va progressivement disparaître dans les années à venir, étant donné les rumeurs sur les futures modifications de législation au niveau européen. Mais en tout cas, ces anciens pistolets mitrailleurs militaires ont l'avantage d'avoir été conçus comme de véritables armes de guerre, et de fait sont extrêmement rustiques et solides, ont une grande capacité en munitions, et sont vraiment increvables et boufferont toutes les munitions sans aucun souci. Et étant donné qu'ils ont été modifiés en semi-automatique uniquement, on a là de petites carabines semi-auto vraiment très intéressantes. L'autre choix possible, c'est d'acheter en catégorie B toujours, des versions civiles de pistolets mitrailleurs modernes. Donc par exemple tout ce qui est MP5, UMP9, UMP45, Crise Vector, etc. Tous ces pistolets mitrailleurs automatiques, et vraiment prévus pour les États et pour l'administration, eh bien quelquefois existent et sont proposés aux civils en version entièrement semi-automatique. Comme beaucoup de fusils d'assaut modernes d'ailleurs, comme le HK416, qui est proposé sous le nom de MR223, dans une version pour civils et évidemment uniquement semi-automatique. La troisième et dernière possibilité en catégorie B, ça va être ce qui me semble personnellement le plus intéressant quand on parle de pistolets carabines, ça va être ce qu'on appelle outre-Atlantique les PCC, les Pistol Caliber Carbine, excusez mon accent. Donc ce sont des carabines semi-automatiques, la plupart du temps en 9 mm, mais aussi parfois en 40 ou en 45, et qui pour le coup sont véritablement prévues pour les usages que je vous ai présentés dans cette vidéo-là. On a des carabines qui sont vraiment d'origine en semi-automatique, prévues pour les civils. Ce qui est encore plus intéressant avec ces carabines-là, c'est que parfois, elles fonctionnent avec des chargeurs de pistolets semi-automatiques, de la même marque ou d'autres entreprises. Par exemple, le Beretta CX4 va utiliser des chargeurs de Beretta. Une autre de ces carabines vraiment très intéressante va être la Kel-Tec Sub 2000, qui en plus d'utiliser des chargeurs de Glock a l'avantage de se plier en deux pour le transport, ce qui est vraiment un gros plus par rapport à ses concurrentes. D'ailleurs, si la Kel-Tec vous intéresse, j'essaierai de vous mettre en description le lien pour une vidéo de présentation de cette arme en français, qui est vraiment très intéressante. Donc après avoir parlé succinctement des carabines à levier de sous-garde en catégorie C et de toutes les carabines qui existaient en catégorie B, je vais pouvoir vous parler d'un système d'armes qui lui n'est pas classé, étant donné qu'on parle ici d'une modification directement de son arme de poing. C'est ce qu'on appelle les conversion kits, ou les kits de conversion, encore une fois désolé pour mon accent. C'est quelque chose de pas si nouveau que ça en fait. Parce que modifier une arme de poing pour en faire une arme d'épaule, au final c'est quelque chose qui a presque toujours existé dans l'histoire de l'armement, comme vous voyez sur ces images de revolver. Mais on était encore sur des carabines revolver. La construction était faite d'origine de cette façon-là, c'était pas vraiment la modification de son arme de poing. Et quelque chose qui est arrivé plus tard, notamment sur les pistolets semi-automatiques, et qui finalement a été un petit peu perdu ensuite à l'arrivée des pistolets mitrailleurs lors de la Première Guerre mondiale, ça a été la prévision de crosse directement prévue pour le pistolet semi-automatique et s'installant dessus. Ces crosses pouvaient s'installer rapidement sur le champ de bataille si besoin, et permettaient donc de gagner en portée tout en conservant son arme de poing. L'exemple le plus connu est quand même le Holster Cross du Mauser 96.
Mais l'idée est restée quand même jusqu'à nos jours, et aujourd'hui on a encore la possibilité de modifier beaucoup de nos armes de poing avec quelques accessoires pour en faire des espèces de pistolets à crosse. Donc on n'est pas vraiment sur des pistolets carabines, étant donné qu'on conserve le canon court d'origine, mais on peut quand même sacrément gagner en précision. Alors pareil, il y a quelques temps, je me souviens d'une vidéo de John Smith sur la modification de son Glock, où il avait posé une crosse et une poignée, si je me souviens. Donc encore une fois, je vous mettrai cette vidéo en description pour que vous puissiez voir ces modifications. Donc j'ai personnellement aussi voulu essayer ce type de modification. J'ai donc récupéré pour mon Glock cette petite crosse de modification dans laquelle on va pouvoir venir installer l'arme à l'intérieur avec un système de goupilles en lui ajoutant un levier d'armement, et sur laquelle j'ai également rajouté des organes de visée en métal, donc guidon et hausse à huton dérivable. Donc il faut tout d'abord ajouter le levier d'armement directement sur la glissière du PA, avant de venir l'installer directement dans le châssis et de fixer l'ensemble. Ce qui donne au final un espèce de petit pistolet mitrailleur comme ça, mais bon, qui reste en semi-auto parce qu'on garde notre PA à l'intérieur. Donc je vous propose de venir avec moi au stand, on va essayer ça directement à 25 et à 50 mètres et faire le réglage en même temps des organes de visée. Donc je l'avais d'abord essayé à 25 mètres comme un PA normal, où la précision était quand même bonne après réglage. Ah la vache, ouais, à 25 mètres, ça groupe mieux qu'au PA, hein, c'est sûr, monter comme ça. Mais cette modification provoquait quelques incidents de tir. Donc j'ai fait quelques modifications, notamment au niveau de la fenêtre d'éjection et au niveau de l'avant, de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Du coup, je vous propose d'aller voir ce que donne la bête directement à 50 mètres. Alors à 50 mètres, il va falloir que je décale encore un petit peu tout ça. Voilà, ça commence à revenir, mais c'est un petit peu haut, donc je vais voir encore mettre quelques clics et puis prendre ma visée un petit peu plus bas. Ouais. Donc il y en a encore un petit peu là, mais ça commence à rentrer dans le noir. Encore une là, et les autres autour encore je pense, hein, donc c'est pas si être plus groupé, mais bon ça se rapproche. Et donc ça y est, je commence à être un petit peu dans le noir, mais maintenant je suis reparti de l'autre côté. Donc on a un résultat qui n'est pas parfait, mais qui est quand même, je pense, satisfaisant pour un PA de combat avec un canon court mis dans une crosse en plastique bricolée à la main. C'est quand même satisfaisant de pouvoir toucher sa cible à 50 mètres. Donc voilà pour ce qui est du sujet des pistolets carabines, des PCC et des conversion kits. N'hésitez pas à poser des questions ou à écrire vos remarques dans les commentaires si vous en avez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!